éliminer la maladie mentale par l'injection de métrazole, une substance causant des crises épileptiques et des lésions cérébrales. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Le métrazole agissait rapidement et était très lucratif. En une matinée, un seul psychiatre pouvait administrer un traitement de choc chimique à une cinquantaine de patients pour les rendre dociles. En 1939, le métrazole était si populaire chez les psychiatres qu'il était utilisé dans 70% des hôpitaux américains et dans la plupart des pays du monde. La rentabilité de l'insuline et du métrazole entraîna le développement d'une méthode encore plus rentable pour induire des convulsions endommageant le cerveau. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. L'histoire de ce remède miracle débuta dans un abattoir à Rome. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Ayant fait accepter les lésions au cerveau en guise de traitement, les psychiatres visèrent d'autres moyens de s'attaquer au cerveau. La solution leur a été offerte en 1848, lorsqu'une explosion a projeté une barre de fer à travers la tête de Phineas Gage, un cheminot du Vermont. Gage a survécu, mais sa personnalité en a été profondément modifiée. 70 ans plus tard, le neurologue portugais Egas Moniz essayait d'obtenir un résultat similaire en perçant le crâne d'un patient et en injectant de l'alcool pur directement dans le cerveau, détruisant les tissus des lobes frontaux. Moniz appela cette nouvelle procédure une lobotomie. Le docteur Walter G. Freeman allait devenir le praticien le plus infâme de la lobotomie. Il avait découvert un moyen plus rapide de la pratiquer sans avoir à percer le crâne. There was no anesthesia, and he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Le docteur Freeman parcourut les États-Unis dans sa lobotomobile, taillant le cerveau de ses patients en public ou parfois dans son véhicule. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Lorsque sa licence de chirurgien lui fut retirée, après la mort de son dernier patient sur la table d'opération, le docteur Freeman avait pratiqué ou supervisé plus de 3500 lobotomies. Bonjour à tous. Bon, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais parler de la psychiatrie. Bon, pour ceux qui veulent voir le petit extrait dans son intégralité, je mettrai le lien sous la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour tomber sur la vidéo dans son intégralité. Et ça vous permettra de lire un
peu mieux les sous-titres, le sous-titrage en français. Bon, à quoi peuvent bien servir ces hôpitaux psychiatriques? Les psychiatres nous disent qu'on y soignerait les patients atteints de troubles mentaux. Nos sociétés ne souhaitant pas comprendre pourquoi tant de personnes développent ce genre de troubles mentaux, préfèrent s'en débarrasser en les envoyant dans des hôpitaux psychiatriques où les infirmiers ne les soignent même plus. Et je dirais ne les soignent pas vraiment, puisqu'ils se contentent de leur faire boire toutes sortes de neuroleptiques. Vu l'état somnolent de beaucoup de ces patients, est-ce vraiment légal de leur imposer un tel traitement à base de neuroleptiques? Dans ces hôpitaux psychiatriques, on ne soigne pas vraiment la maladie ou l'état psychologique de l'individu. Les psychiatres se contenteraient seulement de prescrire des thérapies à base de neuroleptiques pour ralentir le système nerveux de la personne atteinte de troubles. Mais on ne soigne pas vraiment leurs troubles. Par exemple, certaines personnes qui avaient été internées en psychiatrie après avoir fait des tentatives de suicide, qui avaient bien entendu échoué, se seraient finalement suicidées après avoir quitté ces institutions psychiatriques. Donc dans ce cas de figure, on peut dire qu'ils ne soignent pas vraiment les gens, ils se contentent de les endormir complètement. Le docteur Megan Shields, médecin de famille depuis plus de 25 ans et membre du conseil consultatif de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, mettait en garde. Il disait, les psychiatres ne savent rien de l'esprit, traitent l'individu comme rien de plus qu'un organe dans la tête, le cerveau, et ont à peu près autant d'intérêt pour la spiritualité, la médecine traditionnelle et la guérison que n'en a un bourreau pour sauver des vies. Donc là, vous avez bien compris, il traite carrément les psychiatres de criminels. Mais bon. Comme le docteur Thomas Zaz, professeur de psychiatrie à l'université de l'État de New York, Syracuse déclare: si nous devons considérer la maladie mentale identique à la maladie physique, nous devons en avoir des preuves biochimiques ou pathologiques. Et si une maladie devait être scientifiquement considérée comme telle, on devrait être, d'une manière ou d'une autre, capable de s'en approcher, de la mesurer ou de la tester de façon scientifique, comme une analyse de sang ou un électroencéphalogramme. Si elle ne peut pas être mesurée ainsi comme c'est le cas avec la psychiatrie et la maladie mentale, alors l'expression maladie est au mieux une métaphore et au pire un mythe, et donc traiter ces maladies est également une entreprise non scientifique. Là, c'est dit clairement. Je ne dis pas qu'on traite nos psychiatres de charlatans, mais c'est tout comme. Parce que, comme je l'ai dit, les psychiatres ne soignent pas vraiment. Ils se contentent de prescrire des thérapies à base de neuroleptiques. On ne soigne pas les gens, on les endort pour être tranquille, c'est tout. Dans la pratique, il existerait des preuves attestant qu'une véritable maladie physique, avec une vraie pathologie, peut sérieusement affecter l'état mental et le comportement d'un individu. La psychiatrie ignore complètement ce poids de la preuve scientifique. Elle a préféré attribuer toute la responsabilité à des maladies ou à des supposés déséquilibres chimiques dans le cerveau dont on n'a jamais prouvé l'existence. Elle limite toute pratique à des traitements brutaux qui n'ont rien fait d'autre que d'endommager de façon permanente le cerveau et l'individu. Ça, vous venez de le voir un peu dans le petit extrait que je vous ai mis. Pour ceux qui veulent voir la vidéo en son intégrité, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. On ne soigne pas, on détruit encore plus le cerveau du malade en psychiatrie. Ignorons tout de l'esprit du cerveau, des causes sous-jacentes des troubles mentaux graves. Notre chère psychiatrie continue de brûler le cerveau avec des électrochocs. Elle déchire, elle détruit les tissus nerveux avec de la psychochirurgie et rendrait insensible aux moyens de drogue dangereuses. Quand je parle de drogue dangereuse, je parle de toutes ces thérapies à base de neuroleptiques ou d'autres médicaments qui sont prescrits à tous les patients dans les hôpitaux psychiatriques. C'est vrai, ça devient une droguerie. Je dirais bientôt ils vont commencer à y faire venir de l'héroïne, parce que quand vous voyez l'état des patients dans les hôpitaux psychiatriques et vous voyez l'état d'un toxicomane, vous êtes devant des gens qui sont dans le même état. Je ne vois pas trop où se trouve la différence. La différence, c'est que certains sont dans des hôpitaux dits psychiatriques alors que d'autres sont dans la rue. Mais quand vous voyez l'état du patient dans l'hôpital psychiatrique et celui du toxicomane dans la rue, vous avez deux états pratiquement identiques, sauf qu'ils n'emploient pas la même drogue. Mais bon, la résultante est la même. L'individu devient pratiquement un légume, il est complètement endormi. Ignorant totalement à quoi ils ont affaire,
Nos psychiatres préfèrent tout simplement l'approche commode de jeter une grenade dans un tableau de distribution pour le réparer. Bon, le tableau de distribution, c'est le cerveau, vous l'avez bien compris, hein. Au lieu de soigner la vraie maladie, le problème qui a généré la maladie, on préfère jeter une grenade pour tout bousiller. Parce que les traitements à base de neuroleptiques ou les électrochocs et tout ça ne font que détruire ce tableau de bord qu'on appelle le cerveau, hein. Bah, cela a l'air assez impressionnant, mais dans le processus, ça détruit tout un tas de bonnes choses, hein. Cela ne guérit rien, mais coûte des milliards de dollars aux contribuables chaque année. Bah oui, les hôpitaux psychiatriques, c'est nous qui payons tout, hein. On paye notre société pour qu'elle fabrique des hôpitaux psychiatriques, pour qu'elle paye des psychiatres, hein, pour que ces psychiatres droguent complètement les patients, voire les tuent complètement, parce que dans les années 40-50, la psychiatrie, vous avez vu dans l'extrait, l'être humain est devenu un animal, hein. En détruisant des parties du cerveau, la personne est beaucoup plus docile, hein, mais moins vivante, hein. Bah oui, c'est ce que je dis, hein. Lorsque vous rentrez dans un hôpital psychiatrique, vous devenez un simple légume, hein. On détruit votre cerveau, mais on ne va pas vous soigner, hein. C'est-à-dire, les troubles mentaux d'origine vont rester en place, hein, mais bon, seront juste réprimés, endormis. Ben voilà, on ne soigne pas une maladie en psychiatrie, hein, on se contente de vous endormir, hein. Ben, certaines thérapies faites à base de neuroleptiques se seraient développées dans le courant des années 30-40. À cette époque, vous aviez un psychiatre hongrois, Ladislas Joseph Meduna, hein, qui était né en 1896, hein, et qui est mort en 1964, va mettre au point la convulsivothérapie. Convulsivothérapie. Oui, c'est un peu compliqué à dire, mais bon. Ben, vous avez thérapie et convulsion dans le mot. Au cardiazole, c'est le produit chimique qui permettait de déclencher des sortes de convulsions. Bah, ce psychiatre qui travaillait au centre de recherche en neurologie de Budapest, hein, pensait qu'il existait un antagonisme entre la schizophrénie et l'épilepsie. Et à partir de 1933, il essaiera de traiter la schizophrénie en déclenchant artificiellement des accès de convulsions chez des patients schizophrènes. Et pour déclencher ces accès de convulsions, bah, Meduna, notre psychiatre, aura d'abord recours au camphre, puis au pentatrazole. Bon, c'est des substances chimiques, hein. Avec cette substance, il déclenchait chez les sujets atteints de schizophrénie des crises d'épilepsie. Selon ce psychiatre, l'épilepsie et la schizophrénie ne pouvaient coexister. Donc, selon lui, pour chasser la schizophrénie, il suffisait juste d'induire une crise d'épilepsie pour qu'elle quitte le corps de la personne. Mais cette théorie ne reposait sur aucune base scientifique, hein. Au bout de quelques années, hein, le traitement au cardiazole sera finalement remplacé par l'électrothérapie. C'est-à-dire là, de l'animal, on est passé à l'homme. Bah, l'histoire de ce remède miracle entre parenthèses, hein, débutera en fait dans un abattoir à Rome, hein. Nous étions en 1938, hein, deux psychiatres italiens qui s'étaient rendus dans un abattoir voulaient tenter une expérience assez étrange. Ils souhaitaient envoyer une décharge électrique sur les porcs avant de les abattre, et cela pour les rendre un peu plus dociles. Bah, ils appliquaient alors des électrodes sur leurs tempes, hein, cela les étourdissait sans pour autant les tuer. Bah, ces expériences auraient par la suite donné l'idée à ces deux psychiatres d'induire des convulsions en utilisant simplement de l'électricité, hein. Dans la vidéo, on peut entendre la dame nous dire que lorsque les médecins psychiatres utilisaient des électrochocs, hein, on pouvait voir des dents qui tombaient et des colonnes vertébrales qui se brisaient, hein. C'est-à-dire là, on détruisait carrément l'individu, hein. Parce que ce système que ces deux psychiatres avaient testé en abattoir, eh ben, ils vont l'intégrer dans les hôpitaux psychiatriques. Eh ben oui. Eh oui. Et cette dame continue de nous dire que des articulations étaient déboîtées et des os étaient brisés par les décharges électriques qui étaient envoyées sur les sujets humains. C'est pour vous dire, hein, on nous parle de thérapie, on nous parle de guérison, on ne guérit pas dans ces hôpitaux. Les malades, c'est devenu des cobayes entre les mains de médecins psychiatres, quelquefois, surtout dans les années 40-50, qui étaient inconscients de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire conscients, mais bon, c'était du n'importe quoi. Les médecins psychiatres vont trouver d'autres moyens pour s'attaquer au cerveau des malades, hein. La solution, une des solutions leur aurait été offerte
Comme ça a été dit dans la vidéo, en 1848, lorsqu'une explosion avait projeté une barre de fer à travers la tête de Phineas Gage, un cheminot du Vermont, aux États-Unis. Gage aurait survécu, mais bon, on nous précise que sa personnalité en aurait été modifiée. 70 ans plus tard, vous avez le neurologue portugais Egas Moniz essaiera d'obtenir un résultat similaire en perçant le crâne d'un patient et en injectant de l'alcool pur directement dans le cerveau. Détruisant les tissus des lobes frontaux, Moniz appellera cette nouvelle procédure la lobotomie. Oui, vous vous rendez compte, on s'attaque directement au cerveau. Par la suite, le docteur Walter J. Freeman, c'est un autre docteur, hein, découvrira un moyen beaucoup plus rapide de pratiquer cette lobotomie sans avoir à percer le crâne. Lui, carrément, il soulevait tout simplement la paupière du patient. Hein. Donc, je disais que ce docteur Walter J. Freeman soulevait, lui, tout simplement la paupière du patient, comme vous le voyez là, et enfonçait une sorte de pic à glace dans le cerveau juste en dessous de l'os orbital. Il faisait ensuite des mouvements de va-et-vient jusqu'au moment où il pensait avoir suffisamment avoir atteint le tissu cérébral, puis il le retirait. Le docteur Walter J. Freeman proposait des lobotomies à des gens qui étaient envoyés par les médecins. Quelquefois, les gens venaient directement à la lobo-automobile, hein, où ils pratiquaient l'opération en endommageant les cerveaux. Oui, parce que ce monsieur docteur Walter J. Freeman avait conçu une sorte de lobo-automobile, c'est une sorte de bus dans lequel il pratiquait ses opérations. Et il sillonnait toutes les villes américaines. Mais bon, lorsque sa licence de chirurgien lui sera retirée après la mort de son dernier patient sur la table d'opération, hein, ce personnage avait déjà lobotomisé plus de 3000 personnes. Hein. Et il faut préciser qu'aux États-Unis, entre 1940 et 1960, plus d'1 million de personnes auraient été lobotomisées. Hein. Bon, quand j'ai lobotomisé, on a pas retiré entièrement le cerveau, on a juste enlevé certaines régions, du moins certaines petites parties. Mais bon, vous avez les séquelles, vous les aviez après par la suite. Hein. Vous aviez des individus qui avaient des symptômes encore pires. Là, je vous ai fait cette vidéo pour vous expliquer que notre psychiatrie relèverait plus du mensonge actuellement. Je dirais même, ça va être choquant ce que je vais dire, on est presque en phase de crime contre l'humanité. Hein. Parce que sous prétexte de soigner, on utilise les patients dans les hôpitaux psychiatriques comme cobayes. Parce que la lobotomisation, les électrochocs, les traitements à base de neuroleptiques, tout ça, personnellement, ça ne sert pas à soigner l'individu, mais ça sert surtout à le rendre beaucoup plus docile. C'est-à-dire dans les hôpitaux psychiatriques, comme on a des cas assez nerveux, on les endort pour être tranquilles. On ne les soigne pas vraiment. Lorsque ils vont prendre contact avec le psychiatre, parce que je pense que dans les hôpitaux psychiatriques, certains patients sont rencontrés par le psychiatre. Lui, il se contente de regarder la personne et puis il va continuer le traitement. Hein. Il ne va pas lui poser des questions sur sa psychologie. Hein. Parce que je pense que beaucoup de ces psychiatres ont dû faire des études de psychologie aussi. Pour essayer de comprendre pourquoi la personne qui est devant eux est devenue... a commencé à développer des troubles mentaux. Hein. Là, je vous parle des troubles mentaux. Hein. Je ne vous parle pas des cas de possession parce que là, c'est même pas la peine. Vous avez beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques. En réalité, c'est des gens qui sont possédés par des esprits de désincarnés. Là, le psychiatre, c'est même pas la peine de lui en parler. Hein. Le psychiatre va dire, cette personne est toujours sous traitement parce qu'elle a, une double personnalité. C'est pas une double personnalité, c'est que vous avez un esprit dans son corps. Cet esprit parle à la place de la personne. Donc, c'est pas des neuroleptiques qu'il lui faut, hein, c'est pas des électrochocs, hein. C'est des séances d'exorcisme. Oui, le problème, c'est que tant que vous ne saurez pas ça, ces millions de patients resteront dans les hôpitaux psychiatriques. Hein. Parce que lorsqu'une personne commence à changer de tempérament et voire se met à tuer des personnes, sans raison apparente, c'est qu'il y a quelque chose qui est rentré dans son esprit. Vous avez un esprit malfaisant qui a commencé à posséder cette personne. Bien entendu, je parle des cas de possession parce que vous avez d'autres cas où c'est des enfants qui auraient été perturbés dans leur enfance, hein, qui auraient été battus par un père ou par une mère alcoolique, je ne sais pas. Et le subconscient a tout mémorisé. En grandissant, ce garçon
veut se venger des gens qui vont ressembler à son père ou des femmes qui vont ressembler à leur mère. Bah, certains passent à l'action, donc ils vont se mettre à tuer ce genre de personnes qui ressemblent beaucoup à leur mère, parce que le fait de ressembler à leur mère, ça induit une résurgence de la mémoire du subconscient. Donc l'enfant qui devient adulte, lorsqu'il voit cette personne, en réalité, à travers cette personne, c'est sa mère qui le voit. Donc la personne qui est devant lui, c'est un monstre. Ben oui, mais ces gens, en réalité, il faut les soigner, ça sert à rien de les envoyer dans les hôpitaux psychiatriques, hein, pour essayer, oui, il faut faire, ces gens, vous les soignez par l'hypnose, hein, par des séances de thérapie d'hypnose, vous essayez de retrouver ce problème, vous essayez de faire comprendre à l'individu qu'il ne doit plus penser à cela. Et oui, les neurones leptiques, je ne vois pas trop à quoi ça va servir pour ces gens. Encore moins pour ceux qui sont possédés par des esprits de désincarnés. Hein. Mais là, lorsque vous parlez d'exorcisme dans un hôpital psychiatrique, hein, bah, vous risquez d'être enfermé vous-même, donc il vaut mieux pas en parler. Oui, on est dans une société terrifiante quand même. Quand vous voyez les extraits de la vidéo, c'est terrifiant ce qu'on fait. Et encore là, on parle pas de la psychiatrie en Russie et en Chine et dans d'autres pays. Hein. Parce que là, ça doit être encore plus aberrant. Les gens, ils doivent être jetés dans les hôpitaux psychiatriques, on leur fait des piqûres, ça s'arrête là. Hein. Il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Hein. C'est inhumain. Voilà, on est devenu dans. On s'est retrouvé au milieu de sociétés qui sont devenues inhumaines. Hein. Puisque vous avez une élite qui a pris le pouvoir et le contrôle économique et politique. Hein. Cette élite ne veut faire que du profit, donc tout ce qui est humain à ses yeux, il s'en fout complètement. D'ailleurs, pour que vous ne vous révoltiez pas, bah, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, on vous trouve un bouc émissaire, hein, tout choisi. Hein. Bah, en Europe, le bouc émissaire tout choisi, c'est Daesh et les musulmans, les islamistes. Hein. En France, depuis la fin de la guerre d'Algérie, je pense, c'est le maghrébin, hein, l'arabe de service. Bah oui. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez la voir intégralement en dessous et dans le texte.